Bonjour, bienvenue aujourd'hui à notre émission Déo Débat en direct de la cafétéria de l'Absibé en ce mercredi 7 juin 2023. Et l'émission aura pour thème le refuge et l'évasion des oiseaux. Et nous avons comme invité Madame Bosch, qui est responsable du festival de l'oiseau sur Abbeville, qui a lieu tous les ans. Bien, bonjour. Bonjour. Et la première question va être posée par Thibaut. Bonjour. Bonjour Thibaut. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît et pourquoi vous intéressez-vous au Festival de l'Oiseau ? Alors je suis Marie-Agnès Bosch, je travaille à la Chambre de commerce et d'industrie ici à Abbeville. Je suis responsable de l'organisation du Festival de l'Oiseau et de la Nature. Et ça a été une initiative de la Chambre de commerce d'organiser cet événement en avant-saison. Le but, il y a une trentaine d'années, puisque le festival existe depuis plus de 30 ans, a été de créer un événementiel en avant-saison pour faire connaître la région et la baie de Somme au plus grand nombre, parce qu'il y a 30 ans, elle était assez méconnue. Et l'idée de l'oiseau, de la thématique de l'oiseau, est venue parce qu'on sait... Alors au départ, c'était la thématique qui avait été envisagée était l'aéronautique, parce que la région avait une histoire avec l'aéronautique, avec l'avion, avec notamment les frères Caudron au Crotoy ou Blériot un petit peu plus haut. Et on s'est dit, mais l'oiseau, c'est quand même, l'oiseau est quand même plus prégnant, plus présent sur notre territoire, puisqu'il existait le parc ornithologique du Marcanterre, que je crois que vous allez aller visiter prochainement. Et il y avait également l'existence de la maison de l'oiseau, qui aujourd'hui s'appelle la maison de la baie de Somme. Et on s'est dit, il y a déjà deux structures touristiques existantes, et au milieu, il y a la baie de Somme. Et on s'est dit, les oiseaux viennent en plus se poser là, et l'idée de l'oiseau est venue comme ça. Donc on s'appelait au départ Festival du film de l'oiseau. Et aujourd'hui, c'est plus large, c'est Festival de l'oiseau et de la nature dans notre intitulé. Voilà. Merci. Alors, 1, 2. Ça marche, En quelle quantité de festival de l'eau en courant était en quantité de festival de l'eau en courant. Comment le festival de l'eau courant qu'il a été créé? Alors, quand il a été créé, c'est ça que vous voulez savoir? Donc, et comment? Alors, il a été créé il y a 32 ans maintenant, même 33 ans. Il a été créé comment? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il avait un intitulé qui s'appelait le Festival du film de l'oiseau. Donc, on a d'abord travaillé sur le film, mais pour répondre à votre question, comment un festival, une organisation comme celle-là, elle ne se fait pas toute seule. Donc, on a d'abord réuni des gens qui pouvaient potentiellement être intéressés pour organiser un événementiel en avant-saison. Donc, on a réuni à l'époque les syndicats intercommunaux du nord et du sud de la baie de Somme, la maison de la baie de Somme, le parc ornithologique du Marcanterre, l'office de tourisme d'Abbeville, différents partenaires pour leur demander si l'organisation d'une manifestation comme ça pouvait les intéresser. Bien sûr, la réponse a été oui, puisqu'on est encore là aujourd'hui. Et on a organisé, on s'est réparti les tâches, puisque la première chose, c'était de rechercher des partenaires, mais aussi des partenaires qui pouvaient nous aider à faire, mais on a aussi dû rechercher des partenaires qui pouvaient nous aider à financer. Donc, on a cherché des partenaires financiers pour monter un budget et organiser le festival. Et ça a résulté, on a eu la région qui nous a suivis, le département, les syndicats intercommunaux et des partenaires privés.
donc des entreprises qui ont pu nous aider à financer. Et après, on a mis en place toute une programmation, donc au travers de l'image d'abord, donc le film, la photo, qui ont été vraiment les premiers piliers du festival. Et puis, on a aussi sollicité les élèves, les scolaires, puisque le festival avait lieu pendant une période de scolarité. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On est systématiquement pendant les vacances scolaires de printemps. Et on a aussi travaillé avec les scolaires. Donc, on avait un concours de dessin d'oiseaux qui a été mis en place. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Merci, madame. Je vous en prie. Bonjour, je m'appelle Gaëtan. Bonjour, J'ai une Gaëtan. question à vous poser. Oui. Quelle est votre équipe et pourquoi l'avoir mis en place? Alors, l'équipe, on a une équipe de salariés. Donc, c'est une association, un peu comme votre association Voir, Écouter, Comprendre. Donc, on a une association qui porte le festival et on a donc une équipe avec un bureau associatif, mais on a aussi une équipe salariée. Donc, il y a 4 personnes qui sont salariées de cette association. Donc, 2 qui sont à plein temps, 2 à temps partiel. Et on a également une équipe de bénévoles. Donc, on a une 40aine de bénévoles qui nous aident pour l'organisation du festival. Très bien. Je vais passer le micro à Caroline. Bonjour madame. Bonjour Caroline. Pourquoi y a-t-il des oiseaux en cage et d'autres en liberté? Ah, une question. Alors, il y a des oiseaux sauvages qui sont des oiseaux migrateurs qui, eux, peuvent, et c'est l'intérêt aussi du festival, qui arrivent au printemps. Et il y a toujours une certaine joie à retrouver ces oiseaux migrateurs, à venir les observer. Donc, ce sont des oiseaux sauvages. Après, vous avez des oiseaux en cage, alors on va dire, ou dans les jardins, par exemple, comme des poules, qui sont là pour finalement aussi pondre des œufs, vous donner des œufs pour faire de la pâtisserie ou pour manger votre œuf à la coque le soir. Je dirais après, il y a eu d'autres coutumes qui ont été aussi de domestiquer des oiseaux et de les mettre en cage. Alors moi, je préfère les oiseaux en liberté, bien sûr. Mais il y a eu aussi pardon, j'ai du mal, mais vous comprenez, domestication, voilà, j'ai vraiment du mal, des oiseaux pour aussi... alors, soit le plaisir de l'être humain, avec par exemple les serins que vous entendez et que parfois on a en cage, et puis des poules ou des canards qui viennent là pour aussi nourrir l'homme. Merci. Et quelle est l'importance du Festival de l'Oiseau et de la Nature pour la région? Alors, l'importance du festival, elle est... alors, il y a Le festival est là aussi comme un outil d'attractivité pour la région, c'est-à-dire qu'il existe depuis 30 ans, il a une certaine résonance au niveau notamment des médias. Donc on a un partenariat média qui est important et ça permet finalement de faire connaître le festival à l'extérieur. On a une résonance à différents niveaux, puisqu'on l'a au niveau local, puisqu'on a des gens qui viennent localement, des personnes d'Abbeville ou d'Amiens ou voilà, du département. On a aussi une résonance à plus longue échelle, c'est-à-dire qu'on a des festivaliers qui viennent dans un rayon de 200-250 km, des gens qui viennent de la région parisienne, de la région lilloise, mais on a aussi des gens qui viennent du Grand Est, du centre-Val de Loire, des Bretons aussi. Donc, on voit que l'impact économique ou médiatique, il va bien au-delà d'Abbeville. Et je dirais même presque international. Et là, on l'a au travers des concours films et des concours photos, puisqu'on a en fait des gens qui participent à ces concours. Par exemple, sur le concours film, on a des gens, des sociétés de production du monde entier qui participent au concours. Donc, on a la BBC, la ZDF, par exemple, en Allemagne, la RTBF en Belgique. On a aussi des Américains, des Australiens, des Néo-Zélandais, des Japonais qui nous proposent leurs films à la compétition. Et pareil pour le concours photo, souvent
souvent les lauréats sont internationaux, des Allemands, des Espagnols, des Anglais ou plus loin même. Donc voilà. Alors bonjour, je m'appelle Jérôme. Bonjour Jérôme. Une petite question Oui. piquère. Ouais. Quelles sont vos relations avec chez Cacheux et comment travaillez-vous? Alors, avec les chasseurs, les cacheux, comme vous dites, bon, on travaille avec les chasseurs aussi. Alors, je dirais que c'est vrai que notre intitulé, alors ça peut vous surprendre, mais en même temps, c'est tellement ancré dans la région. Et il y a 30 ans, les chasseurs étaient très présents. Ils le sont un petit peu moins parce qu'il y a moins de chasseurs aujourd'hui en baie de Somme. C'est plutôt un effectif en diminution. Alors, la manière dont on travaille avec eux, ils nous versent une petite subvention, donc au niveau pour l'organisation du festival, et on organise des sorties nature avec eux. Donc, ils font découvrir, ils ont une bonne connaissance, bien sûr, des oiseaux. Ils nous font découvrir la baie de Somme lors du festival. Voilà, la participation des chasseurs au sein du festival. Attends. Qu'apporte le Festival de l'Oiseau? Alors, quand vous dites qu'apporte, qu'est-ce que vous voulez dire par qu'apporte? Qu'apporte à quel niveau? Les bénéfices. Alors, les bénéfices, ça peut être, je sais pas, médiatique, Bon, d'accord. Alors, le festival, au niveau médiatique, permet de mettre la lumière sur la région. On a différents partenariats médiatiques. Par exemple, pendant le dernier festival qui a eu lieu, on a eu 2 émissions spéciales. On a eu en fait des éditions spéciales avec France 3. On a eu la présence de France 3 dans les jardins d'Hémonville sur toute la journée. Donc, on a eu le journal télévisé du midi et du soir en édition spéciale. Ce qui veut dire qu'on a eu des reportages au cours de ces 2 éditions et on a eu des interviews en direct durant les journaux télévisés du midi et du soir. Donc ça nous donne une belle visibilité et on a eu ce jour-là également un duplex avec France Bleu Picardie, et ça veut dire qu'il y avait la présence du studio de 16h à 19h avec plusieurs invités et on a parlé du Festival de l'Oiseau, donc très largement sur les antennes de France 3 et de France Bleu ce jour-là. On a aussi un partenariat, alors on a eu d'autres une visibilité agrandie avec notamment France Bleu, puisqu'on a eu en fait des spots pratiquement tout le mois d'avril. Nous, on a payé une campagne, mais France Bleu nous a offert une campagne supplémentaire. Donc, nous, on a pris une campagne d'une dizaine de jours et les 20 autres jours ont été pris en charge par France Bleu. Après, on a aussi un partenariat avec les médias, avec par exemple 107.7, qui est une radio, 107.7, qui est la radio SANEF. On a eu une belle visibilité aussi sur la radio et sur les réseaux sociaux. On a aussi une visibilité avec Détour en France, qui est un magazine qui parle des régions françaises. Et on a un jeu et une page. Alors, un jeu sur les réseaux sociaux. Et on a eu une page offerte sur le magazine du mois d'avril. Pareil sur Chasseur d'images et Nat Images, qui est un magazine spécialisé photo. Et là, on a eu 2 pages, une au moment du lancement des concours, photos et films, et après au mois de janvier-février, qui nous a offert une visibilité dans le magazine. Voilà. Merci. Et y a-t-il des freins à la mise en place du Festival de l'Oiseau? Alors, après, il y a toujours des freins. Ça peut être des freins financiers. On ne peut pas toujours faire tout ce qu'on aurait rêvé de faire. Et après, on a des freins dans la logistique. On est une petite équipe quand même si on a une
quarantaine de bénévoles. Il faut qu'on puisse être présent partout, et puis on veille à la qualité de ce que l'on propose. Donc on ne peut pas être partout, on peut être sollicité par d'autres communes, mais à un moment donné, on est obligé de dire non parce qu'on a des freins à la fois financiers et puis d'équipe. Voilà. Alors, j'ai une question à vous poser. Oui. Y a-t-il des retombées économiques et environnementales dans ce qui concerne le Festival de l'Oiseau? Alors, oui, il y a des retombées. Alors, environnementales, ce qu'on souhaite, c'est limiter l'impact, c'est-à-dire sur les sorties que l'on organise, on en a beaucoup pendant le Festival de l'Oiseau. Pour tout vous dire, il y en a à peu près 350 sur les 10 jours de festival. Et ce que l'on fait, c'est qu'on limite le nombre de personnes par groupe. Donc le maximum, c'est 25 personnes par groupe. On ne veut absolument pas des groupes de 50 personnes. Et il y a certaines sorties où c'est 8 ou 12 personnes, donc un maximum de 25. Après, ce que l'on veut au niveau environnemental, c'est au travers de ces sorties, c'est finalement aussi avoir un discours de sensibilisation auprès du public. Et donc voilà. Après, l'impact, il peut être économique aussi, puisque ça fait marcher les hôtels, les restaurants, les gîtes, les campings. Et il y a un impact économique qui est positif pour tout le secteur. Et c'était un peu aussi le but au départ de la Chambre de commerce, c'est de générer des retombées économiques pour le territoire. L'année prochaine, en 2024, ce que l'on va, j'espère, réussir à faire, c'est relancer une étude d'impact économique pour le territoire pour savoir effectivement quel est l'impact et qu'est-ce que ça apporte à la région, au département, à la Picardie-Maritime. Et l'idée sera de voir l'impact, de voir on n'organise pas le festival, qu'est-ce qui se passe, on l'organise, quelle est la valeur ajoutée du festival sur le territoire. Le monde des oiseaux et de la nature sont-ils en voie de disparition en France et dans le monde? Alors oui, il y a un vrai souci sur les oiseaux. Il y a une disparition massive des oiseaux. Alors, vous vous rendez peut-être pas compte, mais en tout cas, par exemple, un exemple tout simple et qu'on a vu, notamment, c'est les moineaux. On voit qu'il y a moins de moineaux. Et on voyait peut-être plus de moineaux quand on était plus jeune. Et par exemple aussi les hirondelles. Les hirondelles, on avait l'habitude d'avoir dans nos granges ou de voir très souvent des hirondelles. Aujourd'hui, quand vous regardez, vous voyez moins de nids d'hirondelles. Et en fait, vous voyez moins de nids d'hirondelles parce qu'elles ont moins d'habitats possibles, moins de lieux où pouvoir installer leur nid. Et par exemple, comment ? Vous en avez plein le toit, alors tant mieux, vous êtes très chanceux. Et oui, il y a un vrai problème avec les oiseaux. Et peut-être autre chose dont vous vous êtes rendu compte, avant, quand on roulait en voiture, on avait tout le temps plein d'insectes sur le pare-brise. On était des fois obligé de s'arrêter pour nettoyer le pare-brise. Aujourd'hui, vous voyez que c'est aucun problème. Et en fait, c'est un véritable problème pour les oiseaux parce que ça veut dire que s'il y a moins d'insectes, il y a moins de nourriture pour les oiseaux. Et donc ça, c'est un constat qui est simple à faire, cette histoire de voir les insectes sur les pare-brises. Quand vous allez au parc du Marcanterre, vous pourrez regarder si vous allez, j'imagine, y aller dans un véhicule. Vous regarderez si, en arrivant au parc, vous avez beaucoup d'insectes collés sur la vitre. Et malheureusement, vous verrez qu'il n'y en a pas tant que ça. Et c'est un vrai souci pour les oiseaux, oui. Merci. Quel est l'impact du réchauffement climatique? L'impact du réchauffement climatique sur la nature. Alors, vous pouvez l'avoir notamment, par exemple, sur les oiseaux qui peuvent nicher à des périodes qui sont pas... ils vont peut-être nicher ou arriver plus tôt. Et finalement, ça va poser un problème parce qu'ils ne vont pas forcément trouver tout de suite la nourriture
parce qu'il peut y avoir alors un début de saison très chaud et puis finalement ça se refroidit d'un seul coup. C'est moins linéaire dans ce qu'on pouvait avoir auparavant et ce qui fait que ça va poser un problème d'arrivée par exemple des oiseaux migrateurs avec ce qu'on va constater sur la nature, qu'est-ce qu'elle va pouvoir offrir aux oiseaux au moment où ils vont arriver. Et il y a des fois des décalages entre ce que vous allez pouvoir trouver dans la nature et puis l'arrivée des oiseaux qui vont plus se coordonner correctement et ce qui fait que ça va poser problème sur les nichés, par exemple. Ou le réchauffement climatique, ça peut être aussi la montée finalement des eaux et on le voit sur le niveau des mers qui peut poser problème. Par exemple, on va le voir sur la côte atlantique avec le niveau des eaux de l'océan qui monte, mais ça peut être aussi un danger pour nous et ça, on peut le constater avec maintenant des zones qui peuvent être en rouge parce qu'on sait que la montée des eaux va poser des problèmes sur le littoral. Quel est le futur du Festival de l'Oiseau ? On espère encore longtemps. Le futur, c'est on espère. Alors, le prochain festival, il aura lieu en 2024, du 20 au 28 avril. Donc, on a déjà les dates de l'année prochaine. Mais ça fait 30 ans qu'il existe. J'espère qu'on pourra fêter son 60e anniversaire. Je serai plus là, mais pour le fêter, en tout cas pas dans l'organisation, dans 30 ans, j'espère. Mais l'idée, c'est de faire perdurer le festival, qu'il soit toujours présent, qu'il évolue en fonction aussi des problématiques qui peuvent se poser et qu'il saura s'adapter, puisque c'est aussi le contexte environnemental, c'est de pouvoir s'adapter. C'est aussi ce qu'on demande aux espèces animales, végétales. Alors j'espère que le festival il saura aussi s'adapter à un nouveau contexte. Oui, et qu'essayez-vous d'améliorer pendant le festival ? Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est aussi de sensibiliser les enfants, sensibiliser les jeunes. On le fait au travers de certaines animations qui vont être, par exemple, les ateliers nature où les enfants viennent construire des nichoirs, des mangeoires. On va pouvoir les sensibiliser aux oiseaux, à ce qu'on peut apporter à la nature. Et donc, ça va être, ils vont construire un nichoir ou une mangeoire ou un abreuvoir, mais on leur donnera aussi les conseils de pose, d'utilisation. Ça peut être aussi lors des oisillons et je dirais qu'on a un rôle aussi de sensibilisation auprès du public et c'est ce qu'on essaye de faire. Merci. Petite question. Oui. Quel est votre oiseau préféré et pourquoi ? Mon oiseau préféré, j'en ai pas vraiment, il y en a plein que j'aime bien, mais je dirais que j'aime bien le merle noir. Qu'on entend souvent au printemps chez nous, il se met souvent sur un lieu élevé. Il est là qui domine et quand on commence à l'entendre au printemps, c'est que vraiment qu'on arrive au printemps. Et ça, et puis il a un chant très mélodieux. Donc ça, j'aime bien. Après, j'ai un jardin et j'aime bien aussi voir les rouges-gorges, qui souvent on dit que c'est l'oiseau du jardinier. Il est souvent dans les barrages, et ça, c'est un bel oiseau. Merci. Si vous étiez... Si vous étiez un oiseau, Oui. lequel choisiriez-vous ? Si j'étais un oiseau, allez, je serais une mouette pour être au bord de la mer et puis hop, prendre de la hauteur. Et ça, c'est plutôt chouette. Avez-vous des questions à poser autour de la table, autour de... Est-ce que j'ai répondu à vos questions ? Est-ce que vous voulez d'autres explications ? Alors, moi, j'aurais une petite question. Oui. Pardon. Je me demandais si dans les observations qui ont pu être faites ces dernières années de la population des oiseaux dans la région, est-ce qu'il y avait une évolution des espèces présentes ? C'est-à-dire, est-ce que, mis à part la disparition de certaines espèces ou la réduction de la population de certaines espèces, est-ce qu'il y a des nouvelles espèces qui arrivent
à cause du réchauffement climatique et qui crée des placements de nouvelles espèces par chez nous. Oui, alors je ne suis pas une scientifique, je suis plus là pour organiser, coordonner, mais je sais que oui, alors que vous allez aller au parc du Marcanterre, vous pourrez poser la question au guide, mais effectivement, avec le réchauffement climatique, on voit une évolution sur certaines espèces qui n'étaient pas là et qui sont maintenant là, des espèces qui étaient migratrices et qui sont plus sédentaires. Par exemple, on va le voir aussi sur les cigognes, qui aujourd'hui, enfin les cigognes sont des oiseaux migrateurs. On voit aujourd'hui des cigognes qui restent et qu'on voit tout au long de l'année et qui ont finalement, avec le réchauffement climatique, n'ont plus forcément besoin de partir en Afrique. Ou si elles partent, elles vont partir moins loin. Elles vont peut-être migrer, mais elles ne vont pas forcément aller jusqu'en Afrique. Et il y a des espèces que l'on observe qui effectivement n'étaient pas là. Alors je ne pourrais pas vous dire le nom des espèces, mais je sais que c'est le cas. Ouais, c'est le cas. Vous verrez avec Philippe Carbette au parc ou le guide qui va vous accompagner, qui pourra vous donner spécifiquement le nom des espèces qui sont arrivées maintenant chez nous. Merci beaucoup. Je peux y aller ? Oui, bonjour. J'avais quelques autres questions à vous poser. À savoir, le Festival de l'oiseau et de la nature est-il le seul existant en France ou en existe-t-il d'autres dans diverses régions de l'Hexagone ? Alors, il existe d'autres festivals sur une thématique nature ou oiseaux. Alors, il y a un autre festival qui a à Montier-en-Der, en Champagne, près du lac du Der, qui a lieu au mois de novembre et qui est spécifiquement sur la photo. Alors, la photo nature, globalement. Et je dirais que c'est même le rendez-vous européen de la photographie animalière et de nature. Donc, ça a lieu sur 4 jours au mois de novembre. Ensuite, il y a un autre festival qui s'appelle le Festival du film ornithologique, donc qui est à Ménigoutte dans les Deux-Sèvres et qui là, alors c'est vraiment spécifiquement sur le film. Et il y a également un forum des associations et c'est un festival qui a plus un caractère militant, donc avec la Ligue de protection des oiseaux et c'est vraiment le film documentaire sur l'oiseau. Donc je dirais que le festival s'inscrit dans un contexte avec un festival finalement spécifiquement sur le film, l'autre sur la photo. Nous, on a un festival où finalement on propose un grand panel de sorties nature. Donc je dirais d'un côté vous avez la photo, le film, les sorties nature. Nous on regroupe aussi, on a aussi du film, mais c'est plus large. C'est pas que sur l'oiseau. Par contre, on est le seul festival qui propose un concours de photographie et d'envergure internationale sur l'oiseau, exclusivement sur l'oiseau. Donc je dirais que c'est notre spécificité. J'avais encore une autre question un peu particulière. Là, tout à l'heure, vous parliez du moineau des hirondelles qui effectivement ne trouvent pas forcément le nécessaire en matériaux pour faire leur nid parce que les conditions climatiques et autres changent. Et surtout, il n'y a plus de granges ouvertes. Oui, il n'y a plus de granges ouvertes avec les anciennes conceptions de l'époque. Et là, j'avais une question tout à fait orientée sur le chardonneret élégant. Oh, est-ce que je vais pouvoir répondre ? Non, mais ça fait rien. Je la pose. Après, oui, si vous pouvez répondre, après, c'est fonction de la question. C'est une espèce classée vulnérable. Tout à fait. Qui fait l'objet de divers trafics organisés sur son espèce. Ouais. Des mesures de protection pour réduire. Attendez, parce que j'ai pas. Des mesures de protection pour réduire. Alors attendez. Ouais, et d'investigation pour annihiler ou réduire ces trafics sont-elles mises en place à l'échelle nationale ou est-ce qu'il y a une réflexion qui est établie au niveau national pour éventuellement s'activer pour donc faire diminuer de manière drastique ces différents trafics qui ne sont pas uniquement axés au niveau de l'Hexagone. Oui, c'est plus là, c'est pas local, c'est national, ça va au-delà. Le chardonneret élégant, en fait, fait l'objet de trafic, effectivement. C'est illégal, c'est dénoncé. Ce que les trafiquants recherchent, ce sont en fait les mâles
chardonnerets qui sont mises en cage, donc ce qui est donc pas légal. Et en fait, on recherche les mâles qui chantent, les mâles chanteurs. Et il y a effectivement du trafic. Il y a eu un trafic qui a été dénoncé il n'y a pas si longtemps que ça dans le Vimeux. C'est tout à fait illégal. Il y a des mesures qui sont prises au niveau de la police, des douanes, etc. Et c'est tout à fait répréhensible de détenir un chardonneret en cage. Après, je pourrais pas vous en dire plus, mais il y a des lois pour ça et des trafics qui sont dénoncés et démantelés. Et ça a été le cas il n'y a pas très longtemps dans le Vimeux. D'accord, je vous remercie. J'en avais encore une un peu particulière, c'est un peu en relation avec les chasseurs. Oui. Bon, il y a une chasse un peu particulière qui est pratiquée dans l'ouest de la France, la chasse aux palombes, Oui. dite chasse traditionnelle, dans la région du sud-ouest, et qui est cause de destruction, moi que j'appelle massive, par des tableaux de chasse conséquents. Important. N'y a-t-il pas un risque de porter atteinte à cette population de pigeons à plus ou moins long terme sur leur développement ? Ça va être, alors, j'entends la question. Ça va être un peu compliqué pour moi d'y répondre parce que je connais pas le contexte. C'est effectivement dénoncé par les associations de protection des oiseaux, par la Ligue de protection des oiseaux qu'on appelle LPO, dans la manière de faire. Le nombre, effectivement, je dirais que moi, à titre personnel, je ne soutiendrai pas ce genre de chasse, mais après, j'ai pas les éléments pour répondre correctement à votre question et vous donner les éléments qui seraient vérifiés. Et je peux vous dire juste à titre personnel que ce genre de chasse ne m'enchante pas du tout. Merci. Bon, si on peut continuer, j'ai encore une ou deux questions. Oui, je suis là, profitez-en. Voilà. Bon, je pense que les chiroptères, c'est-à-dire les chauves-souris, rentrent aussi dans votre domaine. Donc, la population des chiroptères aux chauves-souris décline depuis 15 ans, et à cause de la pollution lumineuse. Y a-t-il une réflexion qui est menée au niveau national afin de réduire ces méfaits au regard du changement climatique qui devrait faire remonter les populations de moustiques vers le nord? Oui. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi des animaux qui mangent des insectes. Donc, la diminution d'insectes n'est pas pour les favoriser. Après, sur la pollution lumineuse, il existe ce que l'on appelle les trames noires, qui sont qui sont des lieux où, en collaboration avec les communes, on va essayer d'éteindre les luminaires, notamment la nuit, pour avoir un ciel, aussi de pouvoir mieux observer le ciel. Donc après, je sais qu'il y a un travail qui est en cours avec le parc naturel régional sur les trames, alors qu'on appelle vertes, bleues pour les rivières ou noires. Et donc, c'est quelque chose qui existe au niveau français et qui est pris en charge aussi par le parc naturel régional. Alors, je ne sais pas exactement à quoi ils en sont, mais l'idée, c'est effectivement de travailler avec le parc naturel régional et la Fédération départementale de l'énergie, qu'on appelle la FDE, pour mettre en place des trames noires qui favoriseront le déplacement, notamment des chauves-souris, des chiroptères. D'accord, je vous remercie. Une question à poser oui. à Mme Bosch. Je voudrais savoir, il y a une biodiversité d'oiseaux qui a une concentration d'oiseaux d'espèces variées qu'il y a dans baie de Somme et en Marcanterre. Je voudrais savoir s'il y a des oiseaux qui ont disparu il y a longtemps et qui sont revenus maintenant par des occasions, enfin des saisons ou des aléas de l'existence, quoi. Par exemple, les cigognes, l'exemple peut être
celui des cigognes qu'on n'avait plus, voilà, les cigognes aujourd'hui sont revenues et vous pouvez en voir dans les champs. Par exemple, alors avec un autre animal qui est le phoque, tout simplement, qui est un peu la mascotte de la baie de Somme. Le phoque était existant il y a plusieurs dizaines d'années. On l'a plus vu pendant un certain nombre d'années. Il y a eu des actions qui ont été mises en place de protection du phoque et aujourd'hui on revoit les phoques en baie de Somme. Il y en a près de 6 à 700 aujourd'hui avec 2 espèces, le phoque gris et le phoque veau-marin, qu'on peut observer en baie de Somme. Et par exemple, voilà, le phoque, c'est vraiment l'exemple typique. Et le phoque terrier aussi, non? Le phoque terrier, je ne connais pas, c'est peut-être une nouvelle espèce. Mais vous parlez des cigognes, elles n'ont pas été réintroduites par l'homme, non dans le cadre du Marcanterre, ou elles sont revenues toutes seules Non, elles sont revenues toutes seules. Toutes seules? D'accord, ouais. ok. Ouais. Bon, non, elles n'ont pas été réintroduites. Je connais des chasseurs qui m'ont dit que ça avait été fait écoutez, introduit par l'homme. Alors après, je ne suis pas spécialiste, mais vous pouvez poser la question lorsque vous irez au parc. D'accord, ok. Moi, je la pose. Elles ont été effectivement, elles se sont installées dans le parc. Ouais. Et puis aujourd'hui, elles sont en dehors du parc et elles nichent en dehors du parc. Quand vous allez, par exemple, vous prenez le canal de la Somme et que vous allez jusqu'à Saint-Vavry, à Seigneville, à la hauteur de Seigneville, vous pouvez voir des nids de cigognes donc qui se sont installés donc dans la commune. D'accord, ok. Et pendant le Covid, il y en avait même un nid qui s'est installé de cigognes dans le parc de la Bouvac. Oui, dans la Bouvac, d'accord. Donc, ouais. Pendant les confinements. Ouais, pendant le confinement. J'avais une dernière question d'ordre un peu plus global, si on peut dire, qui est un peu d'ordre planétaire même d'ailleurs. Bon, est-ce que je vais pouvoir répondre? Non, mais c'est un sentiment personnel. Après, si vous pouvez répondre, tant mieux. De toute façon, vous donnez votre idée, et puis voilà. Ouais. Donc, j'avais suivi une émission là, concernant les autochtones, les autochtones de différents endroits, qui représentent 5% de la population mondiale. Et 476 millions de personnes réparties dans plus de 90 pays. Ils représentent 15% des humains qui vivent dans une extrême pauvreté. Ils occupent un quart de la planète, mais ils sont en réalité les gardiens de 80% de la biodiversité mondiale. Ne pensez-vous pas que les nations devraient leur consacrer plus de respect, de droit et d'intérêt au regard de leur culture et manière de vivre au sein d'une biodiversité qu'ils ont su préserver depuis de nombreux siècles, qui est un exemple pour l'humanité? Car j'ai l'impression que l'on bafoue leurs droits. Merci. On peut être que d'accord avec vous. Après, on voit qu'ils ont effectivement une connaissance vraiment très pointue de l'environnement dans lequel ils vivent. Ce sont effectivement des exemples à suivre et très souvent la science s'inspire de leurs connaissances, notamment des plantes, puisqu'on sait que les plantes, on va pouvoir en extraire des médicaments, et je pense que c'est très inspirant de regarder effectivement la manière dont ils vivent, la manière dont ils se soignent, les connaissances qu'ils peuvent avoir de la nature et qui peuvent avoir un bienfait pour toute l'humanité. Donc je dirais, oui, ce sont des peuples très inspirants. Je vous remercie. Oui, parce que je parle de ça parce qu'en fait là c'est d'actualité. Il y a le chef Raoni là de la forêt amazonienne du Brésil, donc par Lula qui est actuellement président, et aussi Bolsonaro qui était président avant lui et qui ont mis des politiques de destruction de la forêt, massive de la forêt. Oui. Alors bon. Est-ce qu'il n'y aurait pas des mesures importantes à prendre là, parce que là c'est le poumon de la planète qui est en train de foutre le camp là, de brûler, et là c'est tout le monde qui va s'en sentir quoi. Voilà. Bah oui, c'est dramatique. Après, ce sont des questions politiques, géopolitiques qui nous échappent à un autre niveau, mais c'est vrai que ça peut que nous inquiéter de voir une pareille destruction. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions?
Je te laisse conclure, Orlane. Et ben voilà, l'émission se termine sur cette note-là. Nous remercions Madame Bosch d'avoir participé à cette émission aujourd'hui, ainsi que tous les participants. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine émission, au mois de juin. Donc voilà, nous rendons l'antenne et espérons d'avoir passé une agréable journée et une agréable séance. Au revoir. Merci à vous de m'avoir accueilli.